Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à l'actualité football, répondre à vos questions football, se positionner en mode Sharingan footballistique, tout simplement. Vous avez posé plein de questions sur l'actualité football, des questions que je n'ai pas encore été voir. Je vais aller voir tout de suite sur mon Twitter, X, comme vous voulez, et on va répondre à cette actualité football. Alors, Arda Güler, déjà ça c'est même pas une question, c'est une actualité. Il y a plusieurs actualités aussi malheureusement. Arda Güler, pour le Real Madrid, est encore blessé. Il s'est blessé aujourd'hui, c'est musculaire, ça risque de durer que 3 semaines, mais on est vraiment sur une saison qui commence de manière catastrophique en termes de disponibilité et de blessures. Sans oublier que t'as Benzema qui est parti et que tu ne l'as pas remplacé. Tu peux pas survivre dans cette saison si tu as pas remplacé ton attaquant, ton meilleur joueur, celui qui marquait le plus de buts, qui t'a porté en Ligue des Champions, si tu le remplaces pas, mais qu'en plus t'as des blessés, t'as Vinicius, t'as Mendy, t'as Courtois, t'as Militao, t'as Arda Güler, ta petite pépite, tu vois, normalement la pré-saison déjà tu lui aurais donné du temps de jeu, bref. On sait toujours pas ce que Arda Güler va valoir, va prouver sur le terrain. C'est un remplaçant aussi, les amis. Il est remplaçant doucement. C'est-à-dire que même s'il est en bonne santé, il va revenir doucement. Il y a des gens, ils sont là, mais ça y est, il y a Arda Güler et tout. Arda Güler, pour moi, c'est minimum 2 ans d'instauration. Si ça se passe très très bien, des fois titulaire. Pas dans les matchs peut-être les plus compliqués encore. C'est comme ça que tu fais grandir un grand joueur, petit à petit. Donc voilà, mais il est blessé encore 3 semaines. Franchement, c'est hyper épuisant, quoi. Tes prédictions à l'instant T pour la saison du Real Madrid? Bah, saison blanche, hein, je veux dire, si quelqu'un arrive à prévoir autre chose sur l'instant T, hein, je parle. Hein. Bien sûr, en janvier, peut-être qu'on a un Real qui, comme d'hab, se réveille en période Ligue des Champions, et on verra. Mais là, si on me demande sur tout de suite, là, t'as un Real inefficace qui vient de se faire casser la figure par l'Atlético Madrid. En pré-saison, tu t'es fait casser la figure par le Barça. T'as pas encore de match référence au très haut niveau. Les plus gros tests n'ont pas été concluants. Oui, t'as qu'un point de retard face au Barça qui est premier, mais tu viens de perdre ta première place et t'es en train de peut-être être dans un début de chute. Donc, personnellement, j'ai pas de quoi avoir d'espoir pour l'instant. J'ai pas beaucoup d'espoir. Hein. Comme je vous le dis, t'as des blessés, t'as pas un gardien qui... Enfin, pour moi, t'as pas un Courtois qui est capable de te sauver dans les moments les plus difficiles. T'as pas le joueur qui va exploser dans les moments les plus difficiles. Et voilà, t'as Vinicius, mais Vinicius, on va lui demander quoi? D'être le déstabilisateur, d'être le centreur, le réceptionneur de son propre centre, d'être... C'est trop compliqué. Donc pour moi, malheureusement, on avance vers une très mauvaise saison. On verra après. Comme je vous dis, c'est à l'instant T. Je me répète, mais Julián Álvarez au Real pourrait très bien performer avec ses côtés, à ses côtés Vinicius et Rodrigo. C'est un neuf de métier. Et donc on va me dire que le Real en fait s'est sacrifié, a perdu autant de temps pour au final faire de sa vedette future numéro 9 Álvarez. Franchement, je serais déçu. Hein. Fallait le prendre dès que Benzema s'en va. Alors, à un moment donné, là, c'est soit Mbappé, soit Haaland en fait. Si tu nous sacrifies pour un joueur qui ne demandait pas de sacrifice, Madrid, là, ils vont m'entendre. Là. Prochaine fois qu'ils m'invitent... Comment expliques-tu le nombre de blessés au Real Madrid? J'en sais rien. Bon, franchement, je veux pas rentrer dans un détail de médecin, je suis pas médecin. Je n'en sais rien. Je sais pas. C'est l'addition, c'est la Coupe du Monde, le truc, machin... Je n'en sais rien. Je voulais revenir aussi sur Ancelotti, les amis. Ancelotti, Carlo, mon point de vue par rapport à ça. Alors, Ancelotti, merci pour tout ce qu'il a fait. Et je vous dis pas merci et bye bye. Je suis pas dans ce genre-là. Merci pour tout ce qu'il a fait, parce que vraiment... En 2 saisons, il a fait gagner tout ce qu'un club pouvait gagner. Hein. Dernièrement, là, quand il venait d'arriver, enfin quand il venait de revenir. Mais aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que ça y est. Le fait que l'année prochaine, il ait déjà une place assurée au Brésil, j'ai comme le sentiment que ça pose et vraiment, je parle... c'est Riles, mais c'est pas que Riles qui parle, en fait, pour vous le dire. Il y a un sentiment comme quoi Carlo Ancelotti... Mais pas que. Les joueurs aussi, en fait. Sachant que Carlo Ancelotti va s'en aller, bah, tu sens que la nouvelle ère et le nouveau projet, ce sera l'année prochaine. Donc t'as un coach qui sait, vu qu'il n'a pas eu les recrutements qu'il désirait, peut-être qu'il se laisse aller. C'est pas la première fois qu'on verra un coach qui attend presque d'être viré. À la fois, il va toucher ce qu'il pourrait toucher, et à la fois, il a déjà un projet pour l'année prochaine. Tout est déjà prêt. Ça, par contre, ça me dérange en vrai.
que dès l'année prochaine, le gars, il est assuré. Tu te donnes jamais autant. Tu te donnes jamais comme si t'avais des choses à prouver quand déjà t'as déjà un contrat presque prêt pour l'année prochaine. Mais au-delà de ça, les joueurs, ils doivent prouver à un coach qui va partir l'année prochaine. Donc un coach qui fait jouer les... Je pense pas que les joueurs soient satisfaits. Hein. Je pense pas que Bellingham, qui doit jouer l'attaquant, le milieu, le MDC et le milieu central, ils doivent kiffer de ne pas avoir un attaquant à servir, d'avoir des défenseurs sur son dos alors que c'est normalement, ces défenseurs-là prennent un attaquant, il a plus de liberté pour avoir plus de jeu, qu'il ait deux mecs sur les côtés à qui servir, donc plus de liberté, plus de possibilités de jouer un vrai football. Je pense pas que ça lui convienne. Je pense pas que Tchouaméni, là, alors qu'il fait un début de saison de malade, le faire jouer remplaçant dans l'un des plus gros matchs de la saison pour l'instant, celui qui était le plus important pour l'instant, le mettre remplaçant, je pense pas que ça lui a fait du bien alors qu'il était en forme. Je pense pas qu'il a fait, Ancelotti, il a fait du bien à l'effectif actuellement. Alors oui, il y a des causes. Il y a des causes. Mais à un moment donné, au présent, il est le coach et il a à faire avec ce qu'il a. T'as Brahim Diaz, tu peux faire ta compo qui fonctionne et que l'équipe connaît dans un match comme contre l'Atlético. Il a tenté au hasard. À chaque fois qu'il a tenté au hasard, contre le Barça ou l'Atlético, ça s'est terminé de la même manière. Et même la conférence de presse, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Et ça, c'est un discours qui veut dire virez-moi, 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 ou c'est comment? Donc moi, voilà, c'est à un moment donné, je me pose des questions. Je me pose des questions. Pourquoi tu fais pas un Brahim Diaz, Joselu, Vinicius Rodrigo, le temps que Vinicius revienne, mais Vinicius est de retour. Donc Vinicius, Joselu, Rodrigo. Et tu fais jouer le milieu que... Est-ce que maintenant il est pas aussi sur ces... Enfin, je pense pas, mais vu qu'il y a trop de milieux, à un moment donné, il se dit ouais, mais lui il peut pas être remplaçant, lui il peut pas... Mais fais tourner, mais un système qu'on connaît. Un système qu'on connaît. Lucas Vazquez, mais fais-le jouer à droite alors devant. Voilà, tu fais jouer à gauche. Je vous jure que pour moi, c'est plus cohérent. Tu fais jouer Lucas Vazquez à droite devant, Rodrigo à gauche et Joselu en pointe avec un milieu. Et derrière, là, en DD, tu mets Valverde. Et ces montées, tu vas les sentir. Donc un dédoublement, donc... Mais là, en fait, on fait l'inverse. Ou alors, tu mets... Enfin, moi, je comprends pas. Bref, il y a des choix, en fait, on dirait qu'ils sont une volonté de punir le Real ou peut-être de punir Florentino qui ne lui a pas donné le mercato qu'on espérait tous. Donc... je me pose beaucoup de questions avec Ancelotti aussi, les gars. Tebas annonce une arrivée de Mbappé à 70-80% la saison prochaine. Que penses-tu de cette annonce et de ce chiffre? Je pense qu'il ne sait pas plus que nous, que moi, que vous. Voilà, on sait tous que Mbappé n'a pas prolongé, on sait tous que Mbappé, c'est 2024 ou jamais, ça y est, parce qu'après le Real va prendre un attaquant si c'est pas Mbappé. Donc maintenant, donner des pourcentages et tout, on verra, on verra. Si je te dis, Riles, que j'ai perdu la saveur footballistique connue lors de mon enfance entre 90-2000, toi qui as l'air plus jeune que moi, que penses-tu de l'évolution? Je suis plus jeune que toi? 90-2000? Ouais, je suis né en 88, moi, donc ouais, voilà, vraiment, en 94, j'ai vu mes premières, voilà, les premiers visuels, mon premier visuel footballistique globalement, et puis j'ai des petits flashs d'avant, mais bon, j'étais tout bébé. Donc sinon oui, 94, je me rappelle, hein, Brésil-Italie, Baggio, finale, tir au but, et après, bah, c'est un autre football. Moi je suis toujours autant fan du foot, mais c'est vrai qu'il y a des... La nostalgie de ce qu'on aimait avant n'existe plus maintenant, et la nostalgie de ceux qui ont le foot d'aujourd'hui n'existera pas dans 20 ou 30 ans. C'est comme ça, c'est comme dans tout en vrai, comme dans la rue, dans la France, dans un autre pays, toujours il y a le avant qui change et qui nous dérange parfois, quoi. Est-ce que l'Atlético Madrid peut titiller le Real et le Barça et peut devenir champion à la fin de la saison? Je pense pas. L'Atlético Madrid a quand même déjà perdu des points que le Barça ou le Real ne perdent pas. Je pense que le Real sera deuxième, personnellement. Que penses-tu de la gestion du quart d'Aguler? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que pour toi, Pep Guardiola est le meilleur entraîneur que tu as vu? Je sais que mon avis sur Pep Guardiola va peut-être déranger. Pep Guardiola, c'est un coach quand il a... quand il fait... En fait, moi, je préfère un Klopp. Je dis pas que Klopp est plus fort. Mais j'aime bien les coachs qui arrivent dans une équipe où ça se passe pas toujours très bien. Bien sûr, tout grand coach a besoin de quelques gros joueurs, je veux dire. Mais je trouve qu'un Klopp, avec Dortmund, il les emmène finale. C'était en finale de Ligue des Champions, si je me trompe pas. T'as Mourinho, qui fait gagner à Porto la Ligue des Champions. Pep Guardiola, dans son domaine, il est le best. C'est-à-dire...
de A à Z, tout contrôler, les joueurs, les positionnements, comment faire jouer et tout ça, c'est le best. Maintenant, il y a ceux qui mènent à la gagne et qui bricolent rapidement pour la gagne. Et c'est une autre manière de gagner, et c'est une autre manière de coacher. Et un Mourinho, pour moi, n'est pas moins fort qu'un Guardiola sur ce qu'ils ont fait dans leur carrière, avec des éléments où il est beaucoup moins fort et des éléments où il est beaucoup plus fort. Maintenant, ça dépend, ça plaît moins, etc. Je pense que pour moi, Mourinho et Pep se valent, mais Pep a des choses que Mourinho n'a pas. Mais Mourinho a des choses que... Les choses que Mourinho a, que Pep n'a pas, plaisent moins. Les choses que Pep a et que Mourinho n'a pas, pèsent plus aux yeux des gens et sont plus aimés. Plutôt, c'est ça que je voulais dire. Donc non, j'aimerais voir un Pep Guardiola dans une équipe... qu'il emmène une équipe sans mettre, je sais pas combien de millions et de millions et de millions, d'être toujours dans les records de millions. Parce que, est-ce que sa manière de coacher ne demande pas d'avoir, je vais pas dire les meilleurs, mais le top. Et il y a des coachs, c'est pas exactement comme ça. Ils font avec ce qu'ils ont, ils bricolent d'une manière qui ne plaît pas toujours, mais ils les emmènent aussi à la gagne au très haut niveau. Donc c'est pour ça que pour moi, il est parmi les tops, hein. Voilà, ça suffit. J'ai vu dans tes vidéos souvent que tu as toujours été dans l'optique que pour toi, c'est pas vraiment le coach le problème. Qu'est-ce que tu penses actuellement d'Ancelotti? J'ai répondu tout à l'heure. Peut-être pour la première fois, je pense que Ancelotti est dans une fin avec le Real Madrid, en fait. Je pense qu'il peut plus remonter. Donc, je pense qu'il y a un temps, parfois, à la fin d'un coach, et je pense qu'il a la tête ailleurs, personnellement. Je pense pas qu'il est focus. Là, tu lui dis, tu restes encore 5 ans au Real, je pense pas que c'est la même chose. Vous voyez? Qui aimerais-tu recruter l'an prochain? Alors, l'an prochain, j'aimerais avoir 3, mais monstres. Vous savez c'est qui? Bon, là, on m'a demandé ce que je veux, je dis pas que c'est obligé que ça va se faire. Je veux Alphonso Davies, Hakimi, Mbappé. Voilà ce que je veux. Si le Real arrive à nous faire un truc comme ça, les gars, on va manger très bien, mais bon, on en est très loin. Avec la forme actuelle d'Hakimi, penses-tu que Nuno Mendes pourrait être titulaire en même temps que lui, en alternant leur offensive sans déséquilibrer la défense? Non mais c'est parfait en fait d'avoir Nuno Mendes et Hakimi, quoi. Surtout que Paris à 90% joue contre des équipes qui sont inférieures à elles dans leur championnat, quoi. Donc des mecs comme ça qui dédoublent en phase défensive. Déjà c'est une équipe qui a le ballon, donc forcément avec le ballon, il y aura moyen de dédoubler plus souvent que d'avoir à défendre. Non, ça va être parfait pour eux. Hein. En parlant d'Hakimi, les gars, cet été, quand je disais moi Hakimi, j'aimerais bien l'année prochaine, il vienne au Real et tout, il y a plein de gens. Ouais mais Riles, ça se voit que tu regardes pas le PSG, hein, Hakimi l'année dernière et tout. J'ai dit mais les gars, le foot ne se juge pas que sur... Vous savez, tu peux contre-performer, ne pas être à ton niveau par rapport à beaucoup de choses. L'exemple Messi. Messi, première saison au PSG. Messi, Argentine, c'est le même joueur. Pourquoi? Il explose tout avec un club, avec l'équipe nationale, et avec son club, il était énervant. Posez-vous les questions. Parce que tu avais 3 joueurs devant Mbappé, Neymar, Messi au PSG, et le reste devait se sacrifier pour eux. Donc tu peux pas, avec 3 joueurs déjà à qui t'arrives pas à faire... qui créent un déséquilibre, mais que tu es obligé de faire jouer, rajouter le Hakimi qui fait les dédoublements dans les plus grands matchs. Donc Hakimi, il est bridé. Mais quand son point fort n'est pas utilisé, bah tu utilises ce qui est moins fort de chez lui. Donc son nom ne ressort pas. Là, il te met un coup franc, mais s'il y avait Messi et trucs, il tire pas le coup franc, donc son nom ne ressort pas. Et quand on fait des 1-2 avec lui, alors que Messi ou d'autres ne jouaient pas spécialement sur lui, parce qu'ils utilisaient ses appels pour rentrer. Donc, mais faut avoir joué au foot, peut-être, pour comprendre ça. Que il y a des mécanismes qui fonctionnent, des fois ça fonctionne pas. C'est pas le joueur est bon, le joueur est pas bon. C'est des fois ça te convient pas, mais mets-le au Real, dans une équipe qui joue au foot, dans une équipe où il aura le droit de monter, dans des équipes où on attend qu'il monte, qu'il centre, qu'il fasse des remises, parce que Vasquez, il ne le fait pas, Carvajal, il défend, mais il centre, mais bon, le 1 contre 1, il le joue pas, il élimine plus un joueur, les allers-retours comme ça, c'est pas toujours facile. Bien sûr, Hakimi, 1000 fois au Real pour moi. Donc, voilà. Pas de débrief sur PSG-OM, bah écoutez, je vais dire un petit peu ce que j'ai pensé du match, parce que bon, je le regardais en même temps que le Real. Bah, ils se sont fait manger, ils étaient pas prêts, ils étaient pas là, c'est limite triste en fait pour la Ligue 1, quoi. Parce que Paris, eux, c'est pas triste pour eux, hein. Le public, les joueurs, le collectif, le coach, Paris ressemble à une équipe de foot aujourd'hui. Très cohérente, mais très cohérente. Un véritable leader offensif. Les autres joueurs qui sont tous là pour jouer, il n'y en a pas un, tu le sens, il est moi.
Ça n'existe pas là. Aujourd'hui, tu regardes, c'est du football et c'est une équipe. Jusqu'à où ce niveau, contre qui il pourra tenir encore? Peut-être qu'on va avoir de grandes surprises, hein. Qui sait? Mais ce PSG est tellement cohérent. De manière, les gars, j'en avais parlé aussi avant la fin du mercato. Hein. Même si je pensais qu'Mbappé partirait. Je disais, les gars, ce PSG aujourd'hui, parce que beaucoup critiquaient, je vois même certains les Ugarte et tout, alors que moi, je disais, un joueur comme ça, c'est important pour l'équilibre. Je pensais même pas qu'il allait avoir le niveau qu'il affiche. Mais je parlais quand même de l'équilibre. Je me disais... Ce mec, c'est un profil qu'il fallait au PSG depuis longtemps. Un Verratti en forme, qui boit pas de coups à côté et tout, qui est vraiment concentré football, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Bref, ce PSG a l'air d'être un vrai groupe, d'être une vraie équipe, de jouer un vrai football et d'être cohérent avec un vrai coach, un vrai leader. T'as pas de problème de collectif, de problème interne à mes yeux. Voilà. Après, il faudra voir quand le niveau d'en face sera vraiment élevé, qu'est-ce qui fera que. Mais je pense que au moins, Paris, on pourra pas leur reprocher ce qui n'était pas du football par rapport à avant. Là, c'est du football. Donc voilà, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.